On jase. Bonjour madame, bonjour monsieur, chers auditeurs d'Unique FM 94.5. Ici Julie Blecomo, votre animatrice. Vous êtes à l'écoute de On jase. Et en ce beau mercredi, on jase de psychologie. Aujourd'hui, préparez-vous, ce que vous allez entendre va vous aider dans vos relations interpersonnelles. Je reçois avec nous un auteur et c'est monsieur Alex Saraf. Alex a écrit le livre « La psychologie pour apprécier l'être humain ». Pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, on vous pose la question, est-ce que la vie est simple? Est-ce que ce sont nous, les humains, les gens, qui la rendent triste et compliquée? On va parler avec notre invité, ce cher auteur, Alex Saraf, dans quelques instants. Mais avant, comme toujours, on se dirige vers notre psychothérapeute. On est toujours heureux de la retrouver. Elle est thérapeute conjugale et familiale ainsi que psychothérapeute. Ça fait une couple de décennies, on pourrait dire comme ça. Puis elle est la fondatrice et directrice générale du Centre de thérapie pour couple et famille de l'Outaouais, CTCFO. Bonjour Julie Brousseau. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que t'en penses? La vie est simple, ce sont nous qui la rendons triste et compliquée? Ben écoute, ce matin, ce midi, en fait, je vais prendre la position peut-être un peu comme la maman ours qui veut protéger un peu ses bébés ours. Donc, une professionnelle qui veut un peu protéger ses clients. Je me vois mal un peu dire à une maman qui a un enfant de 3 ans qui a subi à peu près 10 opérations, qui a passé sur le bord de la mort, de lui dire « Sais-tu quoi, la vie est simple, c'est les gens qui la rendent triste et compliquée. » Je me vois mal dire à une personne qui a vécu l'inceste pendant un bout de temps, qui essaie de se faire une vie amoureuse saine, de lui dire, sais-tu quoi, la vie est simple, c'est les gens qui la rendent triste et compliquée. Puis là, je vois l'auteur qui est aussi psychopédagogue, qui enseigne la psychologie. Bonjour Alex Saraf. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci Julie. On va respirer, hein? Puis, oui, bien sûr. Raconte-nous pourquoi tu as écrit ce sous-titre-là. Pourquoi tu fais allusion au fait que ce sont nous, les êtres humains, qui rendons la vie triste et compliquée? En fin de compte, ce sous-titre, La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. C'est une citation, c'est une phrase qui a été écrite sur Internet et dite par une de mes anciennes connaissances. Puis moi, la façon que je le vois, puis elle aussi, d'après moi, c'est que il y a 2 façons de voir ce sous-titre-là. Premièrement, ça se peut que ça soit nous autres qu'on rend notre propre vie plus difficile. Comment on peut se compliquer la vie parce qu'on peut saboter notre propre bonheur, on a des difficultés à accéder au bonheur. On peut reconnaître ça, Julie, qu'on peut saboter notre propre bonheur. Es-tu avec nous de ce côté-là? Oui, on a une certaine responsabilité de notre vie, c'est sûr, mais des fois, on n'est pas tous responsables à 100%. Il y a des choses qui nous arrivent dont on n'est pas nécessairement... on n'a pas demandé pour le non, recevoir. Mais c'est ça. L'autre côté de la médaille, c'est que, comme je dis, le sous-titre, moi, la façon que je l'ai vu en premier, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, ce sont les autres qui peuvent nous rendre la vie plus difficile. Moi, je l'ai vu plus de ce côté-là. Oui. Puis ensuite, il y a des gens qui ont vu l'autre côté de la médaille. Là, je me suis dit, il y a les 2 aspects. Parce que penser aux relations interpersonnelles qui sont compliquées, penser à la violence, mettons que les adolescents, les adolescentes vivent. On sait que, d'après les études, un adolescent sur 5 vit de la violence dans sa relation de couple. Ça veut dire que 20%, là, si on regarde dans les classes en ce moment, si papa, maman, vous regardez le cercle d'amis de vos enfants, 1 sur 5, si votre enfant a 10 amis, une dizaine, il y en a 2 qui vivent de la violence en ce moment, Alex, c'est ce que tu nous dis. Oui, les études l'ont prouvé, puis c'est un ou des types de violence parmi les 6. Ça veut dire violence physique, psychologique, verbale, sexuelle, économique, puis spirituelle. Donc, dans mon livre, j'en parle des 6, puis je les décris. Donc, on sait maintenant que ça a été même révélé par Gersmeroy qui a écrit
bitch. Lui il a créé la violence chez les adolescentes. Il dit que maintenant, il lui dit vraiment des insultes, en fin de compte, en lui parlant, en l'appelant plutôt que ma chérie, mais il dit les gros mots, là. Puis les filles, pour être cool puis elles vont accepter cette violence-là. OK. Ça, là, moi, Ça je me trouve heurte. ça me heurte. Moi, ça me heurte. Ça me fait exploser. Mais Là, je certains, voudrais moi aussi, pouvoir là. crier. Puis dans ton ouvrage, le titre, c'est la psychologie pour apprécier l'être Ouais. humain. Donc, toi, dans ton rôle de psychopédagogue, tu es enseignant. Oui. Comment tu démystifies ça, la psychologie? Comment tu la définirais, là, si c'est un tweet? En quelque chose, là, qu'est-ce que ta définition de la psychologie? Ben, la définition de la psychologie, c'est une étude, c'est-à-dire c'est une science qui étudie le comportement. Le comportement, c'est action, réaction observable et mesurable. C'est dans le On livre. va répéter juste pour être Ouais. certain qu'on comprenne aussi bien que toi. Action, Ou réaction Ou observable et mesurable oui, d'un organisme, ça veut dire être humain ou animal, en Oui. relation avec son environnement. C'est la définition de psychologie en direct là, dans le livre. oui. Puis un comportement, c'est-à-dire l'être humain, on va étudier ses comportements, c'est-à-dire ses gestes que l'on voit, oui. que l'on peut Ou calculer. ses paroles aussi. Ou ses paroles, certains. Puis on étudie aussi les processus mentaux, qui sont des réactions qui se passent dans la tête qu'on ne voit pas. Julie hoche de la tête. Ouais. Donc, toi aussi, tu reconnais que c'est une science. Donc, Ouais, c'est la- une C'est une science. oui. c'est pas une pour- pseudo-science. Non, là. non, c'est une science très sérieuse et très, très importante. Puis c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt complexe. Puis c'est ce qui en fait justement qui rend ça intéressant et intriguant et justement pour pouvoir en développer davantage puis en parler davantage. Ouais. Puis cet ouvrage-là, ce livre-là, Alex, ça s'adresse à qui? Quand tu as voulu, on pourrait dire, vulgariser la Oui. psychologie, ton espoir, ta vision des lecteurs, quelle est-elle? Mais premièrement, si je reviens juste, si tu me permets, Julie, pour la psychologie, pour apprécier l'humain, ce qui est écrit, c'est la beauté de la mosaïque humaine, que chaque être humain est unique. C'est ça ce que je veux. Les gens qui le lisent, en fin de compte, c'est le grand public. Je voulais écrire un livre de vulgarisation pour le grand public, monsieur, madame, tout le monde. C'était dans un langage, écrit dans un langage simple. C'est pour les parents, les enseignants, les adolescents. C'est sûr que je parle beaucoup des adolescents, je leur enseigne aussi, mais je voulais aussi qu'il y a plusieurs thèmes comme la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, etc., que ça soit bien vulgarisé, qu'on comprend la vie quotidienne, là, que les adolescents qui sont des jeunes adultes aussi, je parle des adultes, là, aussi, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, je voulais aussi mettre l'accent sur la mosaïque humaine, c'est-à-dire pour apprécier l'humain, c'est que chaque personne est unique avec ses traits de personnalité, son caractère, son tempérament, ses Absolument. caractéristiques physiques, Ses psychologiques. expériences de vie, ses Puis, expériences. puis ses expériences, puis vivent la différence aussi, Oui. là. Oui, c'est ça. Puis moi, je lis là, la page 68, Oui. il y aurait entre 89,1 et 93,4 de la population qui présente une structure de personnalité névrotique. Ouais. Alors, on est une société de névrosés. OK, vaut mieux en rire. Ouais. Oui. Mais raconte-moi, là, donc, tous nos comportements qui sont en lien avec notre environnement, avec les autres, on risque aussi d'être face à face avec un autre névrosé. Ouais, mais c'est Puis ça. un observateur névrosé qui a une lentille névrosée. Mais c'est pas péjoratif de dire qu'on est tous un petit peu névrosés. Donc, C'est vrai, ça. Pourquoi c'est c'est pas- les gens? c'est C'est là peut-être où je commence à Ouais. comprendre ton sous-titre, parce que on le perçoit négativement. Ben, là. c'est évocateur aussi, là, c'est provocateur, mais on le perçoit négativement, mais dans ce cas-là, c'est que il y a 3 structures de personnalité, névrotique, est à limite borderline, puis psychotique. Mais là, névrotique, Freud a parlé de, Sigmund Freud, le grand psychanalyste, a parlé de la névrose. Oui. Puis la névrose, en fin de compte, c'est qu'on est tous un petit peu névrosés. Ça veut dire qu'on vit de l'anxiété pour une entrevue, par exemple. On peut vivre le Ah, stress ça au serait travail. un C'est trait dans de la névrose. caractère de C'est dans la névrose. Julie? Et aussi les troubles mentaux, là. Vas-y. Vas-y. Il y a les deux côtés, là, mais t'es pas obligé d'être névrosé pour avoir un trouble mental. Non, C'est non, ça, c'est ça. vas-y, je t'écoute. Mais t'es pas Mais on obligé, t'écoute. t'es pas obligé d'être névrosé pour avoir un trouble mental, mais quand tu as un trouble mental, est-ce que tu es toujours névrosé? Non. Non. Non, non plus. Puis,
ce grand pourcentage de la population qui C'est serait un terme qui fait névrosée. peur aussi. Puis Oui. je pense qu'on l'a utilisé d'une mauvaise manière au départ. Donc, c'est sûr que je l'aime pas, moi, ce terme-là. Puis Tu dirais quoi, toi, dis à pas ça à place? mes clients, puis je dis pas ça à ma famille non plus. Ben là, on vient de l'entendre, non, on l'est tous. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. C'est Puis qu'on vit ils tous sont des expériences. anormaux. Donc, si on n'est pas Non, névrosé. c'est dans mon langage à moi, j'utilise, on vit tous des expériences plus ou moins difficiles ou encore plus ou moins agréables. Puis oui, des fois, c'est difficile au point d'en être terriblement souffrant. Donc, Quand on est névrosé, est-ce qu'on est souffrant ou est-ce qu'on fait souffrir les autres? un petit peu des deux. Ça Un petit dépend peu à quel des niveau deux. qu'on est névrosé. Névrosé, donc, il y a un niveau d'anxiété qui est attaché à ça. Mais parfois, ça peut être de l'anxiété, parfois, ça peut être une colère qui est difficile à se sortir de ça. C'est une émotion avec laquelle on reste pris, dans le fond. Oui, Alex? Moi, je pense que soit qu'on souffre ou on fait souffrir l'autre. Mais il faut que ça... Pour qu'il y ait vraiment un trouble mental, il faut que ça entrave les relations interpersonnelles, professionnelles, amoureuses, amicales, estudiantines. Il faut qu'il y ait une détresse psychologique, puis il faut qu'il y ait une souffrance cliniquement significative. On s'entend bien que les antisociaux, ils font souffrir les autres, mais ils souffrent pas. Donc, Les Les antisociaux autres plus de- étant ceux qui n'ont pas besoin d'être nourris socialement par d'autres êtres humains? eux autres, les antisociaux, il y en a deux types. En tout cas, il y a les sociopathes Oui. puis les psychopathes. Puis, mettons, les sociopathes n'ont pas la culpabilité, n'ont pas de remords, ils n'ont pas le jugement moral, ils ont le jugement situationnel. Puis, Uh-huh. psychopathe, ben, on est psychopathe à On la est naissance. comme ça, là. C'est à la prouvé. naissance, là. C'est à la naissance où Il n'y a on a rien les traits. que l'environnement, Ben, les c'est sûr parents. que l'environnement aussi, c'est biopsychosocial. Puis habituellement, ben, ils commettent des délits. Les sociopathes, ils ont eu des expériences de vie pendant l'enfance, mettons à 4 ans, un viol, etc., un traumatisme. Puis ils n'étaient pas capables de gérer ça. Puis c'était un traumatisme. Puis là, ils ont développé cette sociopathie-là. Oui. Mais c'est sûr qu'ils font souffrir l'autre. Mais est-ce qu'il aurait une structure de personnalité psychotique? S'ils sont en déconnexion de la réalité, ça serait ça. Sinon, ça serait borderline. En tout cas, il faut aussi démystifier. Il y a juste, comme je l'écris dans mon livre, il y a seulement 1% des gens qui sont schizophrènes qui commettent des délits. Des Seulement meurtres. 1%, Seulement puis on en entend 1%. tellement parler. Ouais, mais ils disent qu'il y a de l'annihilation mentale, mais c'est aussi pour justifier le fait qu'ils ont commis. Il faut vraiment que ça soit prouvé par le psychiatre qu'il y a eu vraiment une déconnexion au niveau psychotique, là, qui ont été complètement déconnectés de la réalité, là. Bon, mais écoutez, on va continuer à en parler. Ça va être comme ça pendant 1 heure. Parfait. On a avec nous en studio Alex Saraf. On répète le titre de son ouvrage, La psychologie pour apprécier l'humain. Vous pouvez nous téléphoner, vous joindre à la conversation 613-745-9450. Êtes-vous d'accord ou pas? La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. À tout de suite. De retour à On Jase, ici Julie Blecomo, toujours sur les ondes d'Unique FM 94.5. On Jase de Psycho 101, la psychologie pour apprécier l'humain. On a appris déjà un tas de choses. Madame, monsieur, que vous nous écoutiez à Castleman, du Parlement, que vous soyez à Cornwall ou à Gatineau, j'ai une petite confidence à vous faire qui est écrite dans le livre de notre auteur invité. Vous êtes névrosé. Je suis névrosé. Nous sommes névrosés. La majorité de la population l'est. Passons à autre chose. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que les différences entre la sympathie, l'empathie et la compassion, Alex Saraf? Alors, premièrement, l'empathie, c'est un terme scientifique, que c'est un mode de traitement cognitif. Cognitif, ça veut dire intellectuel qui se passe dans la tête, où je suis capable de me mettre à la place de l'autre, je me mets dans ses souliers quelques instants, puis je suis capable de comprendre, ou j'essaie de comprendre au niveau de mes pensées, j'essaie de comprendre
qu'est-ce que la personne peut ressentir, comment elle peut agir, qu'est-ce qu'elle pense. Donc, je me mets dans les souliers de l'autre, j'adopte sa perspective, je mets mes lunettes comme si j'étais lui ou elle, avec son parcours, son bagage. Ça, c'est l'empathie. Ça, c'est l'empathie. Ça peut aussi être un mouvement intuitif, dans le fond. Donc, c'est pas toujours rien que au niveau cognitif. Des fois, on se connecte à l'autre personne de par notre expérience vécue. Julie, comment tu ferais la distinction comme avec l'osmose? Des fois, on entend ça. C'est quoi ça? J'ai tendance à entrer en osmose avec l'autre. Je suis comme là, embarquée avec l'autre. Ouais, l'autre a mal, j'ai mal. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop intense. Ça, c'est trop névrosé. un petit peu trop intense. De toute façon, c'est pas ce qu'on enseigne de toute façon aux étudiants en psychologie ou ceux qui veulent faire cette profession-là. Mais l'empathie, c'est d'être capable de comprendre sans nécessairement se laisser aller à la même émotion que l'autre pendant que l'autre nous parle. C'est ça. Et de le vivre en même temps que l'autre, mais ça nous permet de le comprendre soit d'une façon intuitive ou cognitive pour être capable de savoir, pas rien qu'à un niveau intellectuel, ce que l'autre vit. Ce que l'autre pour être capable justement de l'aider puis d'aller plus loin à travers ça. Ça, c'est intéressant. Ça peut être intuitif ou cognitif. Oui. D'accord? Puis maintenant, la sympathie, elle. C'est ça. Donc, l'empathie, les psychologues cliniciens sont empathiques. La sympathie, c'est ce que tu évoquais, Julie, quand je ressens la douleur de l'autre. Donc, la sympathie, c'est un terme populaire. Ça veut dire quand je ressens de la sympathie, je suis touché, ça va plus loin. Les relations sont plus rapprochées. Donc, l'empathie, je vais le ressentir envers un client, envers un collègue de travail. Mais quand c'est un ami, quand c'est un membre de la famille, quand c'est un chum, une blonde, un époux, etc., je vais ressentir de la sympathie, c'est-à-dire c'est une synchronisation, ça me touche, ça résonne en moi. Sympathie, synchronisation, j'aime ça, moi, Julie, la sympathie, synchronisation, c'est comme si je prenais la station de radio puis je la synchronisais à 94.5. Je suis sur la même longueur d'onde notre langage, Julie? Mais oui, c'est ça, effectivement, la sympathie, quand on ressent puis on se laisse vivre l'émotion en même temps que l'autre ou après. Donc, on ressent à ce moment-là la sympathie pour l'autre personne. Donc, on peut même pleurer avec la personne. On peut même parce qu'on est être touché en colère que ce que la personne peut vivre. Mais c'est pas recommandé dans les bureaux de psychothérapie. Non, puis ça, Alex nous avait bien fait la distinction. C'est sûr. Oui. Parce que la sympathie, mon ami est triste, je suis triste. Mon ami pleure, je pleure. Puis les psychologues cliniciens... Les enfants font ça, on le voit, là, instinctivement. Oui, c'est sûr, on le voit. Puis le psychologue n'est pas supposé de pleurer. Ils pleurent pas. Les psychologues ne pleurent pas avec leurs clients. T'sais, ils ont les yeux pleins d'eau. Mais ils pourraient, après, non? On peut être ému, c'est sûr. La vie, c'est la vie. Mais... Et après, si jamais, parce qu'il y a aussi, ce que j'en parle dans mon livre, c'est le stress de compassion. Puis le stress de compassion. Le stress de compassion, en fin de compte, c'est les psychologues cliniciens. C'était dans une petite pilule, une petite granule. Puis il y avait des témoignages, puis ça a été expliqué. Le stress de compassion, si jamais le psychologue clinicien est touché puis pleure avant, pendant ou après les séances de psychothérapie, c'est de la sympathie qu'il ressent. Ça va plus loin, c'est le stress de compassion. Ça veut dire qu'il est touché, puis ça vient le chercher dans ses émotions, puis elle a difficulté à gérer avec ça. C'est un terme, c'est pour leur... en fin de compte, ils souffrent d'une certaine façon, les psychologues, s'ils ressentent le stress de compassion. Le stress de compassion. Puis la petite pilule, là, j'essaie de comprendre. Ça a passé dans l'émission Une petite pilule, une petite granule. D'accord. Donc, il parlait le stress de compassion. L'usure de compassion, on pourrait dire aussi, avec les proches aidants. C'est de l'usure, là. Ouais. Le stress de compassion, c'est dans l'émission Une petite pilule, une petite granule. Ça faisait quelques temps, je pense que ça fait plusieurs années de ça, là. OK, je comprends bien. Puis la compassion... C'est quelque chose qui peut être néfaste ou il y a des côtés positifs, Julie? Ah non, il y a des côtés positifs, c'est sûr. Ça en prend de la compassion. On ne peut pas faire ce travail-là sans avoir de la compassion pour les gens qu'on aide jour après jour. C'est sûr que ça en prend. Mais en même temps, l'usure de compassion, c'est à force dans la position justement du professionnel, de voir un client, un autre, 4, 5 par jour dans la souffrance, dans la blessure et dans le trauma des fois. C'est sûr que nous, on est un être humain, on n'est pas des robots. Donc, il faut prendre soin de nous là-dedans pour pas justement embarquer dans cette... Donc, comment tu nuancerais dans ton rôle de psychothérapeute entre l'empathie, la compassion, la sympathie? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ton rôle?
Ben, c'est sûr que dans mon rôle, en premier, je suis pleine de compassion, c'est sûr, mais j'ai de l'empathie pour les gens que j'aide. Je ne serais pas aidante si je me laissais aller à la sympathie, mais je suis quand même une personne humaine pleine d'émotions et pleine d'expérience qui fait que je dois faire attention à moi pour faire attention aux clients. Oui, c'est là où dans la compassion, ça peut déborder, Alex. Ben, moi, j'ajouterais que la compassion, ça veut dire qu'il y a un geste concret que l'on fait pour aider la personne. C'est ça, donc, la compassion. C'est plus un accompagnement. C'est un geste concret, c'est un comportement. Donc, mettons, mon amie vient de quitter son chum parce qu'elle a vécu de la violence conjugale pendant, mettons, 10 ans, exemple. Donc, elle veut dormir sur le canapé chez moi, là, dans mon salon. Puis là, j'accepte. C'est un geste que je fais. Où Un geste de compassion. Un geste de compassion, je donne de l'argent pour une cause humanitaire. Donc, la compassion, il y a des comportements qui sont rattachés à ça. Il y a des actions concrètes. Et ce que j'ajouterais, c'est que oui, il faut avoir de l'empathie, de la sympathie ou de la compassion. Mais ça, il n'y a pas nécessairement de gestes, de comportements concrets associés à ça. Pour la compassion, il y en a habituellement. Mais pas pour l'empathie. Ben, l'empathie, non, parce que c'est plus au niveau intuitif, comme elle dit, ou c'est au niveau cognitif. C'est ça. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on veut pas de la pitié. Les gens veulent pas se prendre en pitié. Ah, ça, parlons-en de la pitié. La pitié, c'est de là que vient le mouvement de la bienveillance. Ouais. Donc, mon geste de compassion que je vais faire à l'autre personne, je vais le faire avec bienveillance et non pas, ben oui, couche sur le divan, c'est bien correct, ça me dérange pas. Parce que la bienveillance, selon moi, là, puis vous me direz là, si j'ai tort, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, il y a un grand mouvement dans le milieu des affaires. On va avoir des leaders bienveillants. Oui, j'ai entendu. Dans la bienveillance, il y a le souci d'autrui, mais souvent, on est projeté devant pour le meilleur de l'ensemble, de la collectivité. Hein, quand c'est quelque chose de bienveillant, ça va être le mieux-être. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui fait allusion au futur. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait interpréter la bienveillance, Julie? C'est sûr que quand on fait des gestes et qu'on y met de la bienveillance, on met beaucoup d'énergie dans le futur parce que c'est aidant. Mais c'est dans l'attitude, la façon qu'on va le faire pour être capable d'amener, que là tu parles des gestionnaires, mais moi je parle des parents, de développer la bienveillance avec leurs enfants. Avec ses amis. Avec ses amis. C'est ça, puis contrairement à la pitié qui peut être méprisante. Là. Oui. Ah non, la pitié, c'est pas une belle attitude mais à pourquoi avoir. tous les deux, là, je vous regarde, là, puis j'aimerais tellement que nos auditeurs voient. Non, la pitié, là, c'était comme catégorique. Votre langage non-verbal, là, le disait. Pourquoi la pitié, c'est pas bon? Parce que les gens veulent pas être pris en pitié. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais pris une formation, puis il y avait la psychologue, je me rappelle plus c'est quoi son nom, puis elle avait dit, tu sais, quand on dit à la personne « pauvre-toi », mais « pauvre-toi », ça peut être pris comme des mots d'empathie ou ça peut être pris comme des mots de pitié, comme « pauvre-toi ». OK. Tu comprends-tu? Ce que Alex a fait, il a regardé en bas, il a mis sa main comme si la personne mesurait peut-être quoi? Quelques pouces. Ouais, tu mets ça en pitié. La personne, on ne veut pas se faire prendre en pitié. La pitié, c'est quelque chose qui est négatif. Tu comprends? Puis bienveillance, pour moi, mais Seigneur, ayez pitié de nous. Oui, c'est ça. Mais on ne sentait pas qu'en disant quelque chose comme ça, Seigneur, ayez pitié de nous, est-ce qu'on ne sentait pas ou on espérait une bienveillance? Ouais. On espérait une empathie? Est-ce que le mot a été bien traduit? Ça, il faut se poser la question au départ. Okay. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'on souhaite avoir l'aide de l'autre personne quand on est dans une situation de détresse et tout ça, mais non, on ne veut pas avoir la pitié, on veut avoir une lueur d'espoir à travers ça. On veut avoir une possibilité de croire que je vais m'en sortir, puis ça va être correct, puis que tu vas m'aider, mais que ça va être bon. Ouais. On a parlé de ces qualités-là, de quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui est bienveillant. Ouais. Généralement parlant, laquelle serait la plus importante pour avoir des bonnes relations? On ne parle pas juste au travail, là. Puis on ne parle pas dans vos rôles, soit Alex Saraf d'enseignant ou Julie Brousseau de psychothérapeute, mais généralement, là, moi, je suis curieuse de savoir laquelle vous privilégiez. Ben moi, je privilégie l'empathie. Ça veut dire que pour moi, chaque être humain doit développer sa capacité d'empathie. Oui, parce qu'on l'enseigne maintenant aux enfants. On dit que avec le phénomène des téléphones intelligents, des tablettes, que les enfants ont de la difficulté à détecter l'émotion chez l'autre et à avoir de l'empathie.
Et pour toi, Julie, Ben, la écoute, qualité... je pense que tu finis par me connaître. Moi, c'est un bel équilibre entre tout ça. Puis que j'aimerais ça me laisser avec des amis pleurer si c'est triste. Ah, Oui, c'est sûr. Ah, ouais. Puis ça fait du bien. Puis que ça garder, fait si du j'ai bien. besoin de l'aider. mais certain que tu vas C'est ça. pleurer, c'est de la sympathie, tu le ressens. Puis s'il n'y a pas ça, moi je dirais le caring, qui est Comment proche c'est de- différent, le caring? Mais le caring, en fin de compte, le caring, c'est ça, c'est la bienveillance. En fin de compte, c'est juste un terme en anglais. Oui, parce que... La bienveillance, le caring, c'est le fait d'aider, c'est le fait, mettons, si moi j'entends un commentaire négatif d'un collègue de travail, mais je vais le garder pour moi. C'est ça la bienveillance aussi. J'aurais Tu pas comprends-tu? besoin, oui, j'irais pas faire des ragots. Ben non, j'irai pas le répéter, c'est du négatif. Pourquoi je le On a répéterais? tellement de choses à dire, puis on est C'est seulement sûr. rendu à la moitié. Gênez-vous pas pour téléphoner, le 613-745-9450. On est avec Alex Saraf, on parle de psychologie pour apprécier l'humain. Julie Brousseau est là, et vous aussi, joignez-vous à la conversation. Courte pause et on revient à On Jase sur les ondes d'Unique FM 94.5. De retour à On Jase, ici Julie Blecomo, 94.5 Unique FM. On est en studio avec Alex Saraf et Julie Brousseau. On jase la psychologie pour apprécier l'humain. À cette période-ci de l'émission, on va vers notre questionnaire, mais on a un auditeur au téléphone. On a David qui est en ligne avec nous. Bonjour David. Bonjour Julie. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, c'est très beau. Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec la phrase « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée » ? Moi, je suis d'accord avec ce qu'écrit Alex. Je trouve qu'il écrit un livre formidable car accessible. Vous avez lu le livre? Oui, j'ai lu, en fait, pour vous dire, j'ai lu tous les chapitres qui m'intéressaient plus particulièrement. Oui. Je l'ai pas lu exhaustivement, mais j'ai lu tous les chapitres qui m'intéressaient et aussi d'autres, enfin personnellement, d'autres chapitres qui sont par rapport aux jeunes, tout ça, parce que je suis professeur et donc je m'intéresse aussi aux jeunes. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans l'ouvrage d'Alex? Oui, en fait, c'est le style qui m'a surtout étonné par rapport à un style qui est assez décontracté et en même temps qui renvoie à des références savantes appuyées. Donc, je crois qu'il y a une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans les ouvrages, que ce soit de psychologie ou d'autres ouvrages, disons, savants, c'est que c'est pas accessible généralement. Et là, c'est lourd aussi. Il ouvre avec, voilà, il y a de l'humour aussi. C'est rare de trouver de l'humour dans ce genre d'ouvrage. Et là, je trouvais ça très plaisant à lire et puis vraiment, je trouvais accessible aux jeunes particulièrement et donc je trouve que c'est une belle initiative. Je crois que c'est important d'avoir ce message-là, de pouvoir vulgariser la psychologie pour les jeunes, pour qu'ils apprennent à se connaître, à se reconnaître au travers de tout ça. Puis moi, je me rappelle mes premières lectures de psychologie, je crois que j'étais au cégep, j'ai étudié du côté du Québec pour ce volet-là. Puis je me rappelle mes premières lectures, c'est un peu comme quand on lit sur les poux. Ça commence à nous piquer un peu partout. Julie, hein, est-ce que toi, ça te fait rire d'entendre ça? Oui, ça me fait rire. C'est pas juste les poux. Des fois, quand on lit plus loin dans les livres un petit peu plus psychopatho, là, oui. Ouf là là. Oui, c'est ça. Puis on se reconnaît ou tout à coup, on développe des choses puis ça crée justement beaucoup d'anxiété. Puis je serais d'accord, ayant lu moi aussi des passages du livre, je serais d'accord que c'est simple, il y a une touche d'humour puis qu'on peut facilement apprivoiser ce langage-là. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, David, dans cet ouvrage, dans la psychologie pour apprécier l'humain? Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est justement c'est la bienveillance qu'il y avait toujours derrière. C'est-à-dire que en approfondissant un sujet, toujours il termine par une note positive. Donc il est en accord un peu avec son titre. Pourquoi c'est le fait de se rendre. La vie est simple et on se la rend plus compliquée. C'est qu'il arrive à toujours ramener au positif. Puis pour avoir souvent discuté avec Alex, il a cette attitude-là dans sa... Ah, c'est vrai, je suis certaine que les auditeurs, les auditrices l'entendent. Écoutez, David, on a entendu que vous êtes professeur, alors on vous souhaite une belle rentrée, que ça continue d'évoluer comme ça. Merci beaucoup d'avoir téléphoné aujourd'hui. Bon succès. Merci Julie, bonne continuation, au revoir. Bonjour Au Alex. revoir David. Salut. Bye.
Et voilà. Alors, une appréciation de cet ouvrage, La psychologie pour apprécier l'humain. Maintenant, on a au téléphone une autre personne qui veut se joindre à la conversation. On a Madame Odette qui est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Julie. Vous allez bien? Oui, bien merci. Et vous? Oui, vous aussi, vous avez lu l'ouvrage et vous êtes sexologue. Oui, sexologue. Monsieur Saraf m'avait mis au courant qu'il voulait écrire un chapitre aussi sur la santé sexuelle. Oui. Il m'en a fait part, il m'a partagé ses écrits et ce qui m'a surprise, c'est que de voir comment moi, avec toute mon expérience de sexologue sur la santé sexuelle, De combien d'années, Madame Odette? On peut dire maintenant presque 35 ans, là. Oh! Et puis, mais ce qui m'a surprise, c'était, et même vraiment la surprise, c'était, les connaissances que moi m'échappaient là à propos des jeunes d'aujourd'hui sur certains besoins sexuels. Mon Dieu. Ben écoutez, c'est sûr les attitudes, les comportements qui sont tellement différents de ceux que moi je vivais. Est-ce que c'est la sexualité qui est différente ou ce sont les gens qui sont différents? Parce que de ce que je me rappelle de mes premières lectures ou même de ma compréhension de la sexualité, c'était une fonction quand même assez basique, naturelle. Alors, vous nous dites avoir été surprise par ce que vous avez lu. Est-ce que c'est par le comportement, l'attitude, beaucoup plus que la manifestation de la sexualité qui vous a surpris? Oh, je pense que c'est un petit peu tout ça. Les comportements, les attitudes, évidemment, sont beaucoup plus précoces aujourd'hui. Oui, hein? Et tellement aussi, écoutez, ce qui me frappait, là, c'était peut-être un peu trop de banalisation, je dois dire. Ça fait peur. Comme sexologue, est-ce que ça vous fait peur? Bon. Que ça soit banalisé. C'est pas que ça me fait peur, mais je me dis, c'est pas parce que les comportements sexuels sont beaucoup plus précoces et élaborés, je dois dire, là, que il y a plus de connaissances sur, je dirais, la santé sexuelle ou même l'érotisme et tout ça. Non, il y a autant de problèmes parce que moi, c'est sûr que en tant que clinicienne, j'ai reçu des garçons, des filles beaucoup plus jeunes, tu sais, qui pouvaient avoir 18, 20 ans, et qui, évidemment, faisaient face à des problématiques aussi. Et moi, c'est sûr que, je suis pas là pour faire la morale non plus, là, et puis je me dis d'autres temps, d'autres mœurs, je ne juge pas du tout. Je suis là pour les guider, accéder à par exemple, à s'épanouir sexuellement. Oui. Écoutez, on pourrait parler avec vous pendant des heures, basé sur vos 35 ans d'expérience comme clinicienne, sexologue. Si vous aviez un conseil à donner là, à un jeune qui nous écoute en ce moment, en lien avec sa sexualité, là, quelque chose de simple. La sexualité saine, ça devrait être quoi, selon vous? Bon, écoutez, moi, je pense que c'est important de faire la distinction entre l'excitation et le plaisir. Parce que l'excitation, c'est pas besoin d'aimer pour ça. Ça peut se faire tout seul, comme ça peut se faire à deux. Oui. De toutes sortes de moyens. Par contre, le plaisir, c'est fait aussi d'émotions. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sensation et d'excitation, mais c'est fait d'émotions et autant que possible des émotions positives. Écoutez, on va garder ça là parce qu'on a tellement de choses à dire, mais j'aime beaucoup la distinction que vous nous avez apprise d'une sexualité saine. L'excitation peut être seule ou avec d'autres, mais le plaisir est beaucoup plus émotif. Est-ce que j'ai bien compris? Bon,
c'est émotif, mais en même temps, ça se partage et Ça c'est se fait de partage. volupté, d'érotisme et d'amour autant que possible. L'amour autant que possible. On la souhaite toujours. Merci Ben oui. beaucoup, Madame Odette, d'avoir téléphoné aujourd'hui. Ça a été très intéressant comme complémentarité à l'ouvrage d'Alex Saraf. Merci et au plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et que c'est intéressant, Alex. On pourrait en Ouais, parler. c'est sûr. C'est Nicole Odette c'est elle qui a validé le chapitre sur la santé sexuelle. Ouais, ben, Donc, on doute pas qu'elle a certainement pu t'appuyer là, Ouais. dans ce chapitre-là. Es-tu prêt? On est rendu. oui, vas-y. Ouais, Je t'écoute. question machine à café de 1 à 65. 1 à 65. Quel... Ok, je pige. Ouais. Je dis juste un. Ok, Ouais. je vais prendre 5, mon chiffre Oh, préféré. numéro 5. Au téléphone, l'appel de qui prends-tu toujours? Au téléphone, l'appel de qui je prends toujours? Peu importe ce que tu es en train de faire, où Oh tu my es, God. l'appel de qui? Ben, des amis. De tous tes amis? Ben, des amis que je connais bien, là. OK. Ou de ma mère, mettons. Je sais OK, pas. ah ben là, maman va être bien contente. C'est sûr, Parce que je mettons pense pas exemple que de ma mère. La majorité des mamans peuvent dire la même chose. Julie, l'appel de qui prends-tu Maman. toujours? Ben, très clairement, mes enfants. Est-ce que tes enfants prennent toujours ton appel? Jusqu'à date, je dirais que oui, mais Oh! la conversation se fait souvent par texto, j'avoue. Ah, Ça facilite beaucoup de choses quand même, puis la communication, elle est claire, elle est là, mais c'est un outil, là. C'est pas que ça, hein, soyons clairs. Oui, ben c'est un outil, hein, un Et mode voilà. de communication. Bon, moi aussi, généralement, là, mes enfants, mais mes enfants, mon plus vieux Christo, qui nous écoute peut-être, lui, il me dit, sais-tu que tu es la seule personne qui me laisse des messages téléphoniques? J'ai dit oui, puis il dit les autres, ils m'envoient des textos. Il dit, C'est les textos, sont les textos maintenant, là. il dit, si je réponds pas, il dit, c'est parce que je peux pas te parler. Donc, j'aime à penser que Christo prendrait toujours mon appel, mais c'est parce qu'il ne peut pas. Je fais un Ouais. appel téléphonique à mon fils, il me répond par texto, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça ce qu'ils font. Je sais, les gens font ça. Ils répondent pas à leur téléphone, leur cell, mais ils disent Ok. bonjour, tu viens de m'appeler. Donc ça, c'est une toute autre émission où est-ce qu'on Ouais, pourrait c'est ça. aborder la communication. Puis justement, Oui. parlons-en de ces ados-là. Oui. Dans l'ouvrage, Alex, on parle beaucoup des adolescents. Est-ce que les adolescents d'aujourd'hui ont tant changé des adolescents des générations précédentes? Puis, avant de répondre Ouais, à cette ouais, question-là, la définition, c'est quoi l'adolescence? C'est quel âge maintenant? Ouais, c'est là? ça. On est un peu confus dans tout ça. Ben moi, je vais te le dire. Premièrement, la période de l'adolescence, c'est une période transitoire entre l'enfance puis le début de l'âge adulte. C'est quoi, là, en ce moment? Ben, c'est Jusqu'à ça, parce 18? que les psychologues, ben premièrement, on dit, selon les... tu sais, on dit 18 ans, majeur, adulte, mais pour les psychologues cliniciens, eux autres, ils parlent en termes de cycle de 7 ans. Donc, la première période de l'enfance serait 0 à 7. Oui. La seconde partie de l'enfance serait 7 à 14. OK. Puis l'adolescence serait 14 à 21. Sauf qu'il y en a maintenant qui disent que l'adolescence, de nos jours, on dit que l'adolescence, c'est 15 à 25 ans parce qu'on dit que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Je veux inviter Julie dans la conversation, puis en gardant en mémoire que le 21, pendant longtemps, quand on arrivait à 21, partout sur la planète, on est majeur. On est majeur. Partout sur la planète. Puis là, maintenant, j'entends que peut-être les âges sont révisés, Julie. Ben, c'est sûr que ça prend un âge au niveau sociétal pour dire OK, on est rendu à la maturité, mais d'une façon plus psychologique ou interne, c'est très varié, Donc, notre cerveau, nos expériences nous permettent pas d'acquérir les mêmes expériences et les mêmes apprentissages dans la vie. Donc, c'est sûr que, le lobe frontal, surtout, qui se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Ça se développe à la fin. Oui, à la fin. Puis, toute la question des réflexions, des prises de décision, c'est ça qui est plus compliqué à développer. Homme-femme, moi, j'entendais... anciennement ou dans mon temps, les filles sont plus matures que les garçons. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Ben moi, ce que j'ai entendu, puis je l'ai vérifié avec une psychologue, c'est une psychologue d'approche psychodynamique, Sylvie Gay, puis je l'avais vérifié avec elle.
Puis parce que je l'ai entendu de bouche à oreille, puis elle avait dit, c'est vrai, c'est que l'âge mental des garçons à l'adolescence serait plus bas que l'âge mental des filles à l'adolescence, mais pas après l'adolescence. Parce que parfois, on dit que les garçons peuvent être plus immatures. J'aime pas le mot immature, je dis d'un âge. Parfois, ils peuvent être plus bébés, etc. Sont encore Mais c'est en probablement évolution. la question du lobe frontal qui n'est pas encore complètement Ouais, c'est développé. ça. On va aussi, qui permet reparler les de ce réflexions. fameux lobe frontal. On va continuer la conversation sur l'adolescence. Puis Oui. on n'a pas parlé d'amour encore, on n'a pas parlé Ouais, de et c'est deuil. là. Ça, c'est très important aussi au niveau de la psychologie. Alors, revenez-nous au 613-745-9450. Vous êtes à On Jase sur les ondes d'Unique FM 94.5. Ici Julie Blecomo, On Jase, la psychologie pour apprécier l'humain. C'est publié chez Béliveau Éditeur. Si vous voulez inviter notre invité, auteur, psychopédagogue, enseignant de psychologie, vulgarisateur de psychologie, passionné, animé, avec le sourire aux lèvres, c'est simple, simple, simple. Vous allez sur votre moteur de recherche favori, Alex Sarraf, S-A-R-R-A-F, écrivain. Vous allez arriver sur sa page Facebook et tout de suite, vous allez pouvoir continuer de jaser avec Alex. Julie, tu nous as parlé de ce fameux lobe frontal chez les adolescents. Puis là, tout ça, je me suis dit, OK, lobe frontal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait, le lobe frontal? C'est quoi la... dernièrement, moi, j'avais lu qu'on pouvait y associer le fait que quand il n'était pas terminé d'être développé, principalement chez les garçons, que ça faisait des impulsions, des réactions. C'était peut-être là que la maturité était encore en évolution. En évolution, en développement. Effectivement, c'est peut-être plus, ils ont peut-être plus tendance à faire des mouvements impulsifs ou de prendre des décisions impulsives parce que c'est plutôt le moteur de la réflexion, prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va arriver, ma décision, quel est l'impact sur l'autre personne ou peu importe, même si c'est juste comme tourner à droite avec ma voiture, il y a une réflexion qui doit être prise. Oui. Puis c'est ça qui est un peu moins développé encore, là, puis ça peut aller jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis quand les athlètes ont des commotions cérébrales, est-ce que c'est cette partie-là aussi qui ferait que des fois, il y a des reculs, Alex? Oui, c'est quand il y a des commotions cérébrales, quand il y a une perte de connaissance, puisque le lobe frontal, c'est pour l'impulsivité, c'est pour la conscience puis l'apprentissage. Donc, moi, j'explique ça, que l'effet que les adolescents, ils vont faire, mettons, des erreurs cognitives, ils vont penser Ou que... quelqu'un qui avait été bien développé, après, quand il a vécu une crise, est-ce que ça pourrait encore avoir un impact? Mais les lobes frontaux, c'est vraiment l'apprentissage, la conscience. Donc, quand ils font des erreurs, quand ils font des gaffes, ils pensent pas avant d'agir. C'est ça l'impulsivité. C'est Oui, la réflexion dont Julie, à laquelle elle faisait référence. Puis, il y avait même, une étude. Il y avait une étude qui a été faite. Il y avait des gens qui ont été frappés sur leurs lobes frontaux. Il y a eu un accident de voiture. C'est là, sur le front. Là, c'est sur le front, le le lobe frontaux. Puis il n'y avait pas de sac. Puis en fin de compte, ils ont perdu connaissance. Oui. Puis étant donné que ça jouait sur la conscience, puis ils ont développé ce qu'on appelle le trouble obsessif-compulsif. Ah, suite à ce choc, à cet accident-là, le trouble obsessif, parce que c'est la pensée, là, le lobe frontal. C'est en avant. Donc, quand on voit le penseur, là, cette fameuse sculpture de Rodin, qui a vraiment, là, qu'on le voit, là, en train de penser, puis que, donc, on s'imagine que là, c'est intensément dans le lobe frontal, dans le front. Ah, je viens de le capter, ça. C'est bon. C'est très bon, oui, je suis contente. C'est bon. Puis, je voulais vous entendre parler, Alex et Julie, sur le deuil. Oui. Mais le deuil, puis tout à l'heure, Alex, quand tu nous as défini la psychologie, tu as dit chez les humains et les animaux. Donc, en parlant de deuil, de plus en plus, on a des animaux qui nous accompagnent. On le voit partout dans la société. Et donc, on pourrait aussi dire que l'animal vit des deuils aussi. Puis, le deuil, tout le monde doit faire des deuils. Est-ce qu'on doit faire ces deuils? Je pense que, veut pas, on en fait un deuil à un moment donné. Un deuil, c'est quand il y a une perte significative qui est ressentie, puis la personne
tombe dans ce processus de deuil qui est un processus de renoncement, puis ça se fait de façon automatique. De renoncement, parce qu'un deuil, c'est parce qu'on a perdu quelque chose qui ne serait plus là. Par exemple, un membre de la famille, mettons les adolescents où il y a c'est une période de remise en question, de réflexion personnelle, etc., découverte de soi et d'autrui. Ils ont, mettons, perdu leur chum qui les a quittés, par exemple. Là. Donc, ils vivent un deuil, c'est une perte qui est là. Mais la personne, elle peut être encore en vie. Elle peut être encore en vie ou elle peut ne pas être en vie ou ça peut être aussi un deuil symbolique. On a perdu ce type de relation interpersonnelle, ce lien affectif-là avec un membre de la famille. Ou si on s'imagine, là, il va y avoir là, cet ouragan, là, Florence, là, qui n'a rien à voir avec ma charmante princesse Florence, rien à voir du tout. Mais là, il va y avoir des gens qui vont faire même des deuils de leur maison. Oui, le deuil de la maison. J'avais une collègue qui a vraiment beaucoup étudié le deuil, puis c'est sa spécialité, surtout le deuil chez l'enfant. Puis, ce qu'elle vous répondrait à ça, c'est idéalement, il faudrait trouver un autre mot pour décrire la perte de quand la personne est encore vivante. Oui. Parce que perdre quelqu'un à jamais, c'est pas le même vécu puis la même expérience émotionnelle et interrelationnelle que de perdre quelqu'un qu'on sait qu'on peut revoir. Comme le deuil de quand quelqu'un casse, mon chum casse avec moi, ma blonde casse. Mais des fois, c'est plus elle n'est pas morte. Des fois, c'est plus souffrant qu'elle soit encore en vie. Mais c'est pas la même souffrance. Perdre complètement quelqu'un, ne plus jamais avoir la possibilité de lui parler, ne plus jamais avoir la possibilité de le voir ou de la voir. Donc, je pense que ça fait du sens parce que... Oui, c'est une bonne recommandation, un nouveau mot. Un mot qui fait plus appel à la perte que la finalité, là, c'est la fin. Là. Oui, exactement. On ne peut plus avoir ou revoir, toucher, ressentir cette personne-là ou cet animal-là. Sentir. Oui, se connecter. Entendre. Exactement. Oui. Puis il y a toute la question des deuils complexes aussi. Donc, plus la personne est significative, plus qu'on ajoute la quantité de pertes ou de deuil avec tout ça. Donc, il y a les deuils complexes qui Le deuil pathologique. Le deuil pathologique. Pathologique, ça veut dire quoi? Le deuil pathologique, dans le mot pathologique, il y a le mot pathos. Pathos, ça veut dire émotion intense, qui a un déséquilibre dans le corps et dans l'esprit. Le deuil pathologique, c'est pas juste le nombre d'années, c'est que la personne n'est pas fonctionnelle au niveau de son travail. Donc, il y a eu un arrêt de travail, par exemple. Ça entrave les relations interpersonnelles. Il y a une souffrance, il y a une détresse. La personne, mettons, a perdu son enfant, puis elle fait une tentative de suicide parce qu'elle veut partir pour rejoindre son... pathologique. C'est un deuil pathologique. C'est pas juste le nombre d'années qui définit c'est quoi un deuil pathologique. C'est quand on y retrouve aussi des éléments se rapprochant de la dépression ou des pathologies plus graves que... Oui, c'est sûr. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on doit faire des deuils? Disons qu'un être, on ne le reverra plus, puis on ne pourra plus l'avoir, puis on ne l'entendra plus, puis on ne le sentira plus. Mais le deuil va se faire d'une façon quand même naturelle. Parce qu'on entend parler de ces différents stages de deuil. J'ai eu des gens dans mon bureau qui m'ont dit, ben là, ça fait un mois, je devrais l'avoir fait mon deuil. Non, je pense que c'est plus complexe que ça, évidemment. Mais le temps de laisser vivre nos émotions face à la perte, le temps de se laisser se guérir, le temps de se laisser... C'est le temps ou ce sont les étapes? C'est un mélange de tout. Donc, le temps, oui, mais parce que si je ne les vis pas, mes étapes, mes émotions... Qui sont quoi, Julie, ces étapes-là? Écoute, la colère, on disait. Il y a le déni en premier. C'est ça, premièrement, je me rappelle, j'avais suivi une formation de 3 heures, puis il y avait Karine Larocque, qui est psychologue humaniste, qui, elle avait dit, les 2 ingrédients pour le deuil, c'est le temps puis les soins. Puis c'est sûr qu'on a les étapes du deuil. La psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, mais c'est juste une théorie. Il y en a d'autres aussi, à Constance Lamarche. Les étapes, c'est déni, choc, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Acceptation à la et qui ne se font pas nécessairement dans l'ordre. Dans l'ordre, là. C'est 6 étapes, là. OK.
On a compris pour le deuil, Ouais. puis l'acceptation, des fois, ça arrivera C'est du pas. lâcher prise, Puis c'est on veut difficile, hein. terminer, on jase, là, Ouais. sur une note positive, là. C'est ça. La définition ultime de l'amour, Alex Saraf, là, comment tu définirais là, L'amour, l'amour? J'ai hâte L'amour, d'entendre écoute, ça. J'ai hâte d'entendre ça. L'amour, ouais, il y a un petit peu de psychopop dans mon livre. Je dis, l'amour, c'est comme une bague à diamants. Oh, ça on aime brille. ça. Oh! Ça brille, c'est rayonnant. Il faut Oh, pas que ça oh, oh. soit souffrant. Il faut que ça soit un bel équilibre, respect, communication, etc. Tous les autres ingrédients, là, un attachement réciproque. C'est Oh, puissant. ça brille, j'aime ça. Ça brille, tu sais, Cette c'est image- rayonnant. Ça brille, c'est rayonnant. Julie, toi, comment tu Écoute, je vais y aller définirais d'une façon l'amour? un petit peu plus pragmatique. L'amour, c'est ce que vous décidez d'en faire vous-même dans votre relation. Il y a autant de recettes de la relation parfaite qu'il y a de chefs. Ah, puis moi, ma mère m'avait déjà dit une phrase, puis elle avait défini l'amour, puis elle l'avait dit en anglais, puis je vais le dire en anglais, puis je vais traduire après. L'amour, c'est « I love me best when I'm with you ». Je m'aime à mon meilleur, je m'aime plus quand je suis à tes côtés. Oui. Puis ça me donne une définition de l'amour qui peut être avec un conjoint, avec une conjointe, avec ses enfants, avec des collègues de travail et tout ça. Alex Saraf, merci beaucoup. Ça a été très, très intéressant. Je répète le titre du livre, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Il y a une préface de Yvon Dallaire et la publication a été faite chez Béliveau Éditeur. Et comme toujours, merci beaucoup, Julie Brousseau. Où est-ce que les gens peuvent entrer en communication avec toi pour thérapie couple ou famille, Julie? Soit à travers le site web www.ctcfo.com ou au téléphone 819-777-7711. Et la semaine prochaine, on jase, se retrouver après la maternité. Ça, c'est hyper intéressant. On a une blogueuse qui vraiment fait toutes sortes de choses pour pouvoir se retrouver, elle, son soi, son couple et se définir. Alors ici, Julie Blecomo qui vous remercie d'avoir été à l'écoute de On jase sur les ondes d'Unique FM 94.5. Portez-vous bien. Mouah!